Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons aujourd'hui aborder le thème de la médiation familiale intergénérationnelle. Après avoir évoqué les différents types de cette médiation, nous allons répondre à quelques questions. Le groupe MFDE Libéraux, ce sont des médiateurs familiaux, tous diplômés d'État, qui exercent en libéral. Nous avions envie de vous parler des thèmes que nous traitons et qui reviennent le plus souvent dans nos cabinets. Les médiateurs familiaux diplômés d'État qui interviennent aujourd'hui sont des professionnels qui exercent depuis plusieurs années. Laetitia Joly est médiatrice libérale à Orléans depuis 2010 et elle préside également l'association Médiation Part-Âge qui vient en aide par la médiation aux personnes vulnérables, à leur entourage personnel et professionnel et les soutient dans l'évolution de leur vie relationnelle et sociale. Alexandra Boyon est médiatrice familiale libérale diplômée d'État et exerce à Paris depuis 2012. Elle est également membre de l'association Médiation Part-Âge. Et moi, je suis Hélène, membre également de MFDE Libéraux, et aujourd'hui, je vais être votre animateur. Vous trouverez sur cette chaîne YouTube toutes les vidéos qui évoquent d'autres thèmes de la médiation, par exemple la médiation de couple, la médiation patrimoniale, des médiations de séparation, des médiations dans le contexte de familles recomposées. Regardez-les, faites des commentaires. Vous pouvez également nous contacter directement via notre site internet. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la médiation familiale intergénérationnelle? Alors oui, bien sûr, la médiation familiale intergénérationnelle, c'est une médiation qui va concerner la prévention, la gestion de conflits familiaux, la remise en lien en fait au sein des familles aussi. Et en fait, cette médiation va mettre en présence au moins 2 générations différentes. Ça va toucher en fait des médiations parents, enfants. Ça va toucher et ces médiations-là, en fait, on a décidé de faire un webinaire bien ciblé là-dessus. Donc, vous pourrez le voir sur notre chaîne YouTube. Et puis là, aujourd'hui, on a décidé de vous parler plus principalement des médiations en fait qui vont toucher grands-parents, petits-enfants, et puis aussi les médiations qui sont liées à la perte d'autonomie d'un parent. Alors, pourquoi, oui, voilà, j'allais te poser la question, Laetitia. Pourquoi on va évoquer la médiation familiale dans ce contexte de conflit intergénérationnel? C'est vrai que ces conflits intergénérationnels, ils sont en recrudescence et qu'on ne pense pas toujours à la médiation pour les prévenir et les gérer. C'est pour ça qu'on voulait en parler avec Alexandra. La famille, elle a changé, les rapports d'autorité ont évolué, engendrant un décalage entre les générations différentes. Et il y a aussi davantage de séparation, de recomposition, d'éloignement géographique des familles. L'allongement de la durée de la vie, c'est aussi un facteur important parce que cette avancée en âge, elle est souvent facteur de pathologie, de handicap qui vont limiter les conditions de vie au quotidien. Et tout ça, ça a un impact non négligeable sur les relations familiales. Et puis, il faut quand même garder en tête que quel que soit son âge, l'enfant reste l'enfant de ses parents jusqu'à leur disparition ou leur perte d'autonomie. Et en fait, c'est ça ce qui fait aussi la spécificité de ces médiations. Donc, c'est vrai qu'on n'ose pas tout dire à un parent et le parent ne supporte pas toujours de tout entendre, quel que soit son âge. Quand il est en perte d'autonomie, par exemple, il a une position de retrait qui est aussi très compliquée. Les enfants se retrouvent dans l'obligation de prendre des décisions pour leurs parents. C'est toujours très délicat comme situation. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différents types de situations, Laetitia, par exemple? Alors, effectivement, on peut penser aux conflits qui engendrent la rupture de lien entre grands-parents et petits-enfants. Les grands-parents, ils ont une vraie place dans l'évolution psycho-affective de leurs petits-enfants. Les petits-enfants, réciproquement, sont une source de joie pour les seniors. Mais c'est vrai que des événements familiaux difficiles peuvent engendrer des séparations, des recompositions, des décès qui vont créer des ruptures de liens entre grands-parents et petits-enfants. Et c'est pour ça que les grands-parents peuvent faire appel aux médiateurs. Alors souvent, c'est vrai que la loi reconnaît un droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, que ce soit les grands-parents ou les arrière-grands-parents même. Mais les grands-parents, ils hésitent à saisir le juge parce qu'ils savent très bien que ça va engendrer des tensions supplémentaires avec leurs enfants et que leurs petits-enfants auront besoin aussi de se sentir autorisés par leurs parents de créer du lien avec les grands-parents.
Je crois que tu avais une situation, Alexandra. Oui, par exemple, il m'est arrivé d'avoir des grands-parents qui m'ont téléphoné en me disant, écoutez, on ne comprend rien. Nous, on a été très investis pendant toute la petite jeunesse en fait, de nos petits-enfants. On s'en est énormément occupés. On a beaucoup aidé notre fille. Et puis, suite à des transmissions de patrimoine, des choses qui se sont passées dans la famille, toujours est-il que notre fille nous a interdit l'accès à nos enfants. Et puis, du coup, on a essayé de mettre en place une médiation et on a reçu la fille, les grands-parents, donc la fille et ses propres parents. Et puis, on a réalisé que la fille mettait en question beaucoup l'éducation des grands-parents en disant qu'ils étaient trop laxistes. Et puis, petit à petit, on en est arrivé à voir que cette rupture de lien, finalement, était due au fait que la transmission de patrimoine ne s'était pas bien passée du tout, que la fille avait été très lésée et qu'elle avait pris un petit peu ses enfants en otage en disant vous ne verrez plus vos grands-parents parce que en fait, j'ai été très, très mécontente d'une décision qu'ils ont prise auparavant. Et c'est ça qui est intéressant. Alexandra, qui contacte dans ces situations-là? Les trois quarts du temps, c'est les grands-parents, en fait, qui veulent vraiment revoir leurs petits-enfants. Et puis, de temps en temps, on s'aperçoit que des parents peuvent nous appeler parce qu'ils ont un peu peur du recours en justice des grands-parents, en fait. C'est vrai que, comme il y a une possibilité d'aller en justice, les enfants, quelquefois, préfèrent franchement régler tout ça en médiation. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des situations qu'on voit lorsqu'un parent perd son autonomie. Hein. C'est vrai que pour les familles, c'est aussi une étape. La vieillesse, tout comme l'adolescence, c'est vraiment une épreuve. Ça modifie l'équilibre des relations familiales. Et cette menace de la perte, elle engendre aussi souvent des sentiments de culpabilité, de remords, de colère, qui vont favoriser l'émergence des tensions au sein de la famille. On observe des fois le couple aidant aidé, isolé du reste de la famille, avec un huis clos qui peut être plutôt destructeur et pour l'aidant et pour l'aider. On connaît la statistique de la surmortalité des aidants et c'est compliqué pour les familles et c'est aussi compliqué pour les professionnels qui essaient effectivement de mettre en place des aides, mais parfois les conflits familiaux bloquent les décisions à prendre. Les enjeux dans ces situations-là sont multiples. Il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux financiers, des enjeux affectifs. L'autonomie, ce n'est pas seulement la capacité pour une personne d'assurer les actes de la vie quotidienne, c'est aussi la capacité à décider pour soi. Et dans ce chaos familial, souvent, c'est bien un aspect qui est oublié. L'autonomie, ça nous concerne tous. Hein. Cette vulnérabilité, elle fait partie de l'évolution de la vie. C'est vrai que les situations, excuse-moi de te couper Laetitia, mais les situations les plus fréquentes en fait qu'on voit dans les médiations dans le cadre d'une perte d'autonomie de parents, c'est l'organisation du maintien à domicile du parent par exemple. Ça c'est une vraie question qui pose vraiment problème aux enfants de la personne en perte d'autonomie. L'entrée en institution, ça aussi, la mise en place d'une protection judiciaire pour le parent. De temps en temps aussi les conflits dans la fratrie parce qu'il y a un enfant qui prend toute la place et qui veut absolument s'occuper du parent âgé. Le maintien à domicile, par exemple, je crois que Laetitia, tu as un exemple à nous donner. Oui, récemment, j'ai reçu une personne dont la maman était encore à domicile, mais à 1 heure de chez elle. Les difficultés relationnelles devenaient de plus en plus importantes avec son frère qui était resté à proximité de la maman. Et chacun d'eux se sentait tenu de l'aider avec un investissement de plus en plus important. Les tensions s'exprimaient par des petits mots qu'il se laissait au domicile de la maman ou des SMS incendiaires. Il y avait beaucoup, beaucoup de souffrance dans cette situation. Et lorsque la personne est venue en médiation, j'ai pu donc l'accueillir, on a pu réfléchir ensemble à la situation, elle a pu évaluer l'intérêt de la démarche et après finalement cet entretien individuel, elle a décidé de faire une lettre pour inviter son frère sur la démarche de médiation. C'est vrai que l'organisation du maintien à domicile implique souvent l'intervention en fait, de personnel à domicile, des modifications de l'espace de vie, un suivi médical, la décision de vente d'une maison familiale par exemple, parce que
le parent ne peut pas rester dans le domicile dans lequel il est parce que c'est trop compliqué pour lui au niveau de la mobilité. Et tout ça, en fait, va créer en fait, des désaccords dans la fratrie, l'entourage familial. Et ces désaccords sont souvent en lien avec des perceptions différentes de la situation, la place de chacun auprès du parent. Et puis après, il y a la grande question de l'entrée en institution, par exemple. Est-ce que la personne, dans ce cas-là, va aller dans une institution? Est-ce qu'il faut une institution de soins? Est-ce que le choix de l'établissement, en fait, va être très compliqué? Dans quelle localité on va choisir l'établissement? Qui va plutôt s'en occuper? La fratrie, elle est peut-être dispersée sur la France entière. C'est compliqué. Donc là aussi, ça peut engendrer des tensions familiales. Et puis il y a le coût de la maison aussi dans laquelle on va pouvoir envoyer le parent en perte d'autonomie. Tu as raison, mais toutes ces questions-là, c'est vraiment important qu'elles soient négociées, réfléchies au sein de la famille pour éviter la culpabilité des uns ou le remords des autres. Récemment, j'ai reçu un appel dans le cadre des convocations avant audience. En fait, un EHPAD avait assigné les enfants et les petits-enfants d'une famille pour les frais de leur mère et grand-mère âgée. Et en fait, tout le monde se reprochait cette décision qui n'avait pas été concertée, cette décision d'entrer en institution. Et la solidarité familiale n'est pas toujours acceptable pour les enfants ou les petits-enfants en fonction des relations qu'ils ont pu avoir avec leur mère, grand-mère. C'est vrai, franchement, moi je pense, enfin, la médiation, c'est vraiment, c'est la seule démarche en fait qui permette la mise en réseau en fait de tous les acteurs, de toutes les personnes qui sont concernées par la situation autour de la personne vulnérable. Et pour une réflexion en fait commune, tout le monde va pouvoir discuter et ensuite prendre une décision qui sera concertée et qui évitera bien des problèmes après. Et en fait, pourquoi on initie, Laetitia, toi, pourquoi on initie une médiation dans un contexte de vulnérabilité? Alors, c'est vrai qu'on l'initie souvent du fait du parent vulnérable et c'est souvent le moteur en médiation. C'est aussi parce que les décisions qui vont être prises, elles vont avoir un impact sur notre vie et aussi pour des raisons relationnelles. C'est compliqué au quotidien d'avoir des tensions avec la famille. Pour ces sujets-là. Mais c'est vrai que ces sujets ils sont compliqués, c'est des sujets tabous. La vieillesse, la maladie, le handicap, l'argent, la mort, tout ça font que c'est compliqué d'en parler sans un tiers qui va aider aux échanges et favoriser une réflexion de tous. Et c'est vrai que ces questions, elles sont aussi chargées émotionnellement et elles nous replacent en tant qu'enfants de nos parents dans un contexte de tension et de non-dit qui fait que c'est difficile de projeter cette rencontre mais c'est en même temps très important pour éviter que toutes ces décisions soient non concertées et qu'il y ait des tensions qui soient encore plus importantes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qui est-ce qui va nous contacter. Parce que quelquefois, en fait, ça peut être aussi une des personnes qui n'a plus du tout accès aux parents vulnérables et qui commence à se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe et comment je pourrais pouvoir me réimpliquer dans cette famille. En fait, c'est celui qui va être très impacté, en fait, cette personne qui a perdu contact, elle va être très impactée par les prises de décision qui ne vont pas être négociées. Et en fait, l'aidant principal en fait, peut aussi nous contacter parce qu'il n'est pas satisfait des soins qui sont donnés à son parent après une entrée en institution. Donc, en fait, ça peut vraiment être des personnes qui n'ont pas vu le parent vulnérable depuis longtemps et ça peut être les personnes qui sont en contact permanent avec ce parent. C'est souvent aussi accompagné par quelqu'un de l'extérieur. Quand il y a beaucoup de souffrance, en fait, ces personnes peuvent aller voir des psys en disant « j'en peux plus d'être en charge de mon parent ». C'est le psy qui va les pousser à aller en médiation. Et à quel moment il est judicieux de contacter un médiateur familial? Alors c'est vrai qu'on dit toujours que c'est bien mieux de le contacter en amont. C'est-à-dire dès qu'on sent des premières difficultés, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose ou qu'il y a un enfant ou un parent en souffrance. Maintenant, c'est vrai qu'aussi c'est très peu souvent le cas et malheureusement les gens croient que c'est trop tard après. Mais en fait, pas du tout. La médiation, elle peut se faire à tout moment et il n'est jamais trop tard. Et surtout en perte d'autonomie, Laetitia. C'est vrai que Laetitia, concrètement, comment ça se met en place? Qui assiste aux entretiens?
Alors, c'est vrai que le médiateur va recevoir chacun individuellement la plupart du temps. Il y a des entretiens individuels pour permettre de donner l'information de ce qu'est la démarche, comment on va l'organiser, de voir un petit peu comment fonctionne le système familial, quelles sont les personnes qui sont impliquées à la décision et savoir qui va pouvoir participer. Tout ça est évoqué lors d'entretiens préalables pour organiser un petit peu ces séances de médiation. Et à la suite de ces entretiens préalables, en fait, c'est le médiateur en fait qui va envisager d'organiser les rencontres et c'est lui qui va dire quelle personne il semble important de mettre en contact durant les séances. Par exemple, dans le cas de parents en perte d'autonomie, très souvent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va réunir la fratrie, pas toujours le parent en perte d'autonomie qui lui peut être trop fragile, et on va discuter avec la fratrie. En moyenne, ça fonctionne très bien parce que les frères et sœurs, en fait, ne se sont pas vus depuis longtemps et ils ont beaucoup de choses à se dire. Et tu as quelques exemples, je crois, Laetitia. Hein. Oui, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi comment on choisit un médiateur familial. Alors, le médiateur familial, c'est important qu'il soit diplômé d'État. Il y a les médiateurs familiaux DE qui parce qu'ils ont une formation aussi spécifique dans les relations familiales et c'est donc important de pouvoir aussi être sensibilisé à ce qui concerne le système familial et aussi la perte d'autonomie d'un parent. Et combien ça coûte et ça aboutit à quoi au final, une Alors, médiation internationale? combien ça coûte, c'est difficile de préciser et de vous donner un prix exact. Ça va dépendre du mode de tarification du médiateur lui-même. On peut avoir des tarifs horaires qui peuvent aller de 40 € à plusieurs centaines d'euros. Ça dépend aussi de la façon de faire du médiateur. Mais il peut y avoir aussi, en fait, ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'on essaye de faire en sorte que chacun participe à hauteur de ses ressources à la médiation. C'est vraiment important parce que ça donne une note sur son engagement dans la médiation. Et puis de temps en temps, il y a deux médiateurs, hein, la comédiation, Laetitia. Oui. Parfois, effectivement, la fratrie est nombreuse et c'est important que la comédiation puisse se mettre en place. Alors, à quoi elle aboutit? Tu disais, Hélène, elle peut aboutir à une remise en lien, un dialogue, une réflexion partagée avec les acteurs qui sont impliqués par la situation et une mobilisation de la famille dans un objectif commun de résolution des difficultés. C'est vraiment la posture de tiers neutre qui fait la particularité et l'efficacité de cette démarche. Le médiateur, si les personnes le demandent, pourra aussi accompagner la rédaction d'un écrit qui reprendra les engagements de chacun. Ça peut être le projet de vie du parent vulnérable. Il faut savoir aussi que le médiateur, il peut se déplacer, qu'il peut y avoir aussi des séances par visio quand la fratrie est éclatée et pas forcément dans les mêmes lieux géographiques. Merci beaucoup à Alexandra et Laetitia. Je pense que Ça c'est marche, vraiment la médiation. Ça marche. Excuse-moi de te couper, Hélène. Et c'est vraiment, je pense, un pan de la médiation familiale qui est complètement méconnu et qui est, comme disait Laetitia, amené à se développer. Donc, les médiateurs, comme je vous le disais au début, ce sont des professionnels formés spécialement pour accompagner les familles, les personnes, les couples dans les différents champs de la médiation familiale. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à regarder les autres qui sont sur cette chaîne YouTube et qui traitent d'autres thèmes de la médiation familiale. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.